Bonjour à tout le monde, je pense qu'on peut commencer, je crois qu'on est même un petit peu en retard déjà. Je me présente, Madina Benvenuti, Made in Europe, projet CRAEFT, et j'ai la chance de vous présenter une nouvelle initiative et de vous présenter tous les partenaires de cette initiative. Mais avant tout, je vais surtout passer la parole à Stéphane Galerno, président d'Atelier d'Art de France, qui nous accueille pour annoncer cette initiative. Bonjour à tous et bienvenue dans ce bel écrin qui est le Carrousel du Louvre pour cette nouvelle édition qui est le 30e anniversaire du Salon du patrimoine culturel. Alors nous saluons tous ensemble le lancement de ce beau projet européen qui est le Craft Tour et je me réjouis de cette initiative et qu'elle prenne place sur le salon qui fête cette année ses 30 ans, mais je l'ai déjà dit, voilà. Plus que jamais, les métiers d'art sont un secteur d'avenir à la croisée des techniques millénaires et de pratiques innovantes. Ils sont en phase avec toutes les aspirations d'une société en quête de sens et d'authenticité. Ces savoir-faire précieux doivent être reconnus comme une part essentielle du rayonnement économique, artistique, culturel et touristique de nos nations. Notre syndicat Atelier d'Art de France travaille quotidiennement à cette valorisation des métiers d'art, mais aussi à la préservation et à la transmission de nos savoir-faire. Je suis désolé, la soirée était un petit peu longue, donc je lis. J'ai du mal ce matin. Le projet Craft Tour s'inscrit dans une dynamique essentielle à l'artisanat européen. Il est très important d'y sensibiliser nos dirigeants, de mobiliser les pouvoirs publics et d'obtenir un accompagnement, y compris financier, du secteur des métiers d'art et du patrimoine. En France, a été lancée en mai 2023 une stratégie nationale en faveur des métiers d'art, portée conjointement par le ministère de la Culture d'une part, des entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme d'autre part. Nous avons reproché à ce plan de surtout mettre en lumière les grandes manufactures et les entreprises du luxe. Mais le lancement de cette stratégie a eu le mérite de fédérer tous les acteurs dans un même élan afin de faciliter le travail sur des projets collectifs. Je voudrais en particulier saluer le travail réalisé par la région Grand Est, de la Veine Morgane, qui porte un projet pilote des métiers d'art qui rassemble un ensemble d'acteurs du territoire. Un comité technique a été mis en place, auquel Atelier d'Art participe, et qui a l'ambition de présenter une feuille de route qui pourra soutenir et servir le modèle au niveau national. En fait, ils sont en train de faire la région idéale des métiers d'art. Et c'est à cette fin que M. Yann Grimberger, directeur du Centre international d'art verrier de Mazental, a été nommé référent territoire de la stratégie nationale en faveur des métiers d'art. J'ai moi-même axé mon mandat en tant que président d'Atelier d'Art de France sur la nécessité de travailler en réseau, en signant, pas plus tard qu'hier, une convention avec CMA France pour développer un maillage territorial qui sera favorable à l'ensemble des métiers d'art. Donc que ce soit au niveau régional, national ou européen, l'ambition est la même, porter haut et fort les savoir-faire de nos métiers d'art. La tenue de cette conférence au sein de ce salon en est l'illustration. Et j'y suis ravi d'y retrouver des partenaires, que ce soit le CERFAV, porteur du projet Ghost, ou du Made in Europe, avec toi Madina, avec qui nous échangeons aussi dans le cadre du WCC Europe. Au nom d'Atelier d'Art de France, je souhaite au projet Craft Tour une belle réussite. Et je ne doute pas que cette feuille de route se déploie très rapidement avec ton énergie, et qu'on en ait des retombées concrètes et fondatrices pour l'artisanat d'art européen. La présence ici d'un représentant de la Commission européenne témoigne d'une volonté politique forte et il faut s'en réjouir. Très bonne conférence à tous. Merci beaucoup Stéphane. Alors avant de vous en dire plus sur Craft Tour, moi j'ai l'honneur effectivement de passer la parole à Rodrigo Martín Galán, qui représente la Commission européenne ici. Sans la Commission européenne, tout ça n'existerait pas. Donc c'est très important aussi d'avoir le point de vue de la Commission sur ce que nous essayons de faire avec ce projet et avec les 6 projets qui constituent le projet Craft Tour en fait. Mais vous en saurez plus tout à l'heure.
Ça va, merci beaucoup. Voilà, je suis Rodrigo Martin, je travaille à l'Agence européenne de la recherche dans l'unité qui s'occupe des sciences sociales. Et moi, je m'occupe plutôt des patrimoines historiques et alors je suis Project Officer pour quelques-uns des projets qui participent dans Craft Tour. Ça s'entend bien? Oui, ça va. OK. Les 4 projets qui forment Craft Tour, qui viennent d'un appel qui a fait la Commission européenne dans le programme Horizon Europe pour faire une recherche pour connaître mieux la situation des métiers d'artisans en Europe. Ils ont réussi un appel très compétitif. Alors, je me rappelle, ça fait des années dans des réunions que j'avais eues, quand on était en train de dessiner cette call, cet appel à proposition, qu'il y avait comme objectif préserver l'héritage de l'artisanat dans l'Union européenne et le faire de façon soutenable pour éviter qu'il disparaisse. C'est pour ça que le programme Horizon Europe, qui est un programme de recherche, a décidé de faire un appel à recherche scientifique pour avoir une idée de quelle est la situation et de quelle façon on peut maintenir ce patrimoine. Parce que ce qui est important, c'est qu'en Europe, on a des traditions qui se remontent à des siècles, voire des millénaires. Il y a aussi des produits d'artisanat qui on peut peut-être chercher l'origine même à l'époque néolithique dans certains endroits de l'Europe. Donc, ce sont des traditions millénaires qui font la marque d'identité de l'Europe, qui c'est la marque de qualité de l'Europe. On voit aujourd'hui qu'on a la concurrence des produits chinois bon marché. Parfois, c'est épouvantable. J'étais en voyage au Maroc, alors tu vas dans un village de Maroc, tu crois que c'est de l'artisanat traditionnel et tu vas made in China. Et alors, quand tu as l'œil un peu habitué à patrimoine historique, là, tu vois que le bris n'est pas le correct. Que tu vois ces produits chinois, il y a quelque chose qui cloche. Mais on a toute une tradition en Europe. Cette tradition européenne, ça peut être vraiment la personnalité des savoir-faire européens, la connaissance européenne, la connaissance ancestrale. Eh bien, Horizon Europe, avec cette call, ce qu'il a voulu faire, c'est le préserver et le préserver d'une façon soutenable pour que ça ne se perde pas. Alors, c'était la première fois quand la Direction générale de la recherche a décidé de faire un appel à proposition. C'est la première fois qu'il y avait un appel spécifique pour l'artisanat. Alors, je me rappelle que quand on était en train de chercher des experts pour évaluer les projets, c'était très difficile de trouver parce que presque tous les plus importants experts dans les domaines en Europe, ils se présentaient à cet appel. Donc, alors, tu ne peux pas prendre un expert qui est dans la même call parce que c'est un conflit d'intérêts. Et je me rappelle des vrais problèmes pour trouver des experts. Parce que j'appelais des experts, no, I'm going to apply, no, I'm going to apply. Alors, c'était vraiment... Donc, ce qui montre que c'était un succès dans tous les domaines de la recherche, dans le patrimoine de l'artisanat européen. Et ce qui montre aussi que il y avait beaucoup de concurrence. C'était un appel à proposition très, très compétitif. Donc, les 4 projets qui ont réussi, ils ont réussi dans un appel hyper compétitif parce qu'il y avait presque tout le monde qui fait une recherche dans les domaines qui se présentait. Donc, on a eu les 4 projets qui ont présenté les meilleures propositions. Et alors, on a 4 projets qui sont des calls qui a été fait pour artisanat traditionnel, qui se sont mis à travailler ensemble. Ils ont invité aussi un projet qui travaille dans le tourisme culturel, mais qui s'occupe aussi de l'artisanat. Donc, ça fait déjà 5 projets. Et ils ont invité dans leur initiative à notre projet d'Erasmus Mundus. Et moi, je travaille comme Project Officer depuis des années et je peux vous dire que c'est la première fois que je vois un groupe de projets qui vont si profond et si loin dans leur coopération, qui créent une structure comme ils sont en train de créer. Donc, je vais ici les féliciter parce que franchement, c'est la première fois que je vois... Parce que nous, on demande d'habitude les projets, s'il vous plaît, coopérez entre vous, on va faire un cluster meeting. Et ça. Mais après qu'on a fait les cluster meetings, ils ont décollé. Ils ont pris l'initiative, ils ont commencé à voler par eux-mêmes. Et franchement, je n'avais jamais vu un tel niveau de coopération entre les projets qu'ils n'avaient pas d'obligation contractuelle de le faire, mais ils le font quand même. Donc ça, je veux les féliciter. Et là, ça fait qu'on a des partenaires, en plus de 60 partenaires qui sont partout dans l'Europe. Je ne me souviens plus combien d'États membres de l'Union européenne sont représentés, mais je crois que c'est plus de la moitié des États membres européens. Et donc, ça fait qu'il y a plein de savoirs, pas simplement scientifiques, parce qu'ils ont inclus les artisans aussi dans le projet. Il y a plein de savoirs qui couvrent toute l'Europe,
qui viennent à travailler ensemble. Donc, ils sont très, très bien placés pour faire les programmes de recherche, que c'est voir quelle est la situation de l'artisanat aujourd'hui en Europe. Bon, 6 projets, avec des gens de la majorité des États membres, avec un bon financement. Donc, vous pouvez imaginer la capacité qu'ils ont pour savoir quel est l'état de la question en Europe et la capacité qu'ils ont pour faire avancer la connaissance. Et finalement, je suis sûr que comme ce sont des gens avec un profil scientifique très poussé, ils vont produire du point de vue connaissance scientifique beaucoup d'éléments qui vont aider la science à progresser, mais aussi ils auront la capacité de donner des recommandations du point de vue politique pour l'Union européenne. Ils seront invités, tous les projets, à ce qu'on appelle les Policy Roundtable, comme est-ce qu'on traduit en français, une table ronde politique. Alors là, ils seront invités à donner des conseils à l'Union européenne sur les chemins à suivre, mais basés dans leurs connaissances sur le terrain. Ce qu'on appelle en anglais fact-based knowledge, fact-based policy. Ils sont très bien placés pour ramener beaucoup de connaissances de partout en Europe et donner des conseils après à l'Union européenne, parce qu'ils seront invités dans un Policy Roundtable. Et là, ils pourront vraiment porter la voix des chercheurs spécialistes dans le domaine et aussi les voix des artisans qui participent dans les projets. Et je vous garantis que vous allez être écoutés, parce que vous serez invités et vous viendrez et vous serez être écoutés. Donc, ce que ce sera très important avec la recherche scientifique et avec toutes les informations et tout le travail qu'ils font avec les artisans, qu'on aura beaucoup plus d'éléments pour savoir comment préserver les savoirs européens qui sont vieux de plusieurs siècles au millénaire face à l'agressivité du marché et en particulier face à l'agressivité chinoise. Donc cette marque de la tradition européenne doit être préservée et ces projets vont nous aider à voir de quelle façon on peut la préserver. Et tout ça dans un cadre soutenable, parce que cette connaissance, elle ne peut pas faire face à l'agressivité du marché si on ne le fait pas dans un cadre soutenable. Donc, un cadre soutenable dans lequel l'artisanat puisse survivre par ses valeurs de qualité comme une marque distinctive de la qualité européenne. Et voilà. Merci beaucoup, Rodrigo. Alors, c'est formidable d'avoir les félicitations de la Commission européenne en début de projet, mais maintenant l'objectif c'est de les avoir en fin de projet. Donc ça, on se reverra après. Donc il y a un petit peu de pression, effectivement. Je vais rapidement faire un petit peu raconter la genèse de l'initiative Craft Tour. C'est un concours de circonstances en fait, parce que alors effectivement, donc moi, Made in Europe fait partie du projet Craft, qui est financé dans le cadre d'un programme dans lequel il y a 3 autres projets que vous allez connaître tout à l'heure. Et au sein de CRAEFT, nous sommes en charge des synergies et du networking. Au moment de la review, qui est un peu l'examen qu'on passe au bout d'un an quand on est dans un projet, on passe un petit examen avec la Commission nous a rappelé que c'était très important de nous rapprocher. Donc on a créé cette première réunion avec les autres projets, et de là, de fil en aiguille, ça a été très vite finalement, parce que nous avons décidé déjà de créer une identité de l'initiative transversale. Et puis, Rodrigo le rappelait, il y a 75 partenaires dans 21 pays européens. Alors imaginez le nombre de langues et la diversité qu'on a au sein de ce énorme consortium. Des partenaires qui viennent de la recherche, des universités, des partenaires dans l'éducation, dans l'artisanat, dans les technologies, les sciences informatiques. J'ai sûrement oublié du patrimoine culturel. Enfin, il y a vraiment énormément de parties prenantes de secteurs différents. Donc c'est un petit peu angoissant d'avoir ça en face et dire, d'accord, on a dit qu'on allait travailler ensemble, mais comment on va faire ? Donc, on a fait plusieurs réunions. Tout ça est très récent, hein, ça a démarré en juin. Et on s'est dit, on va essayer de diviser notre plan de travail en piliers. Et on va essayer de comprendre comment ces 6 projets, donc il faut vraiment, Rodrigo l'a dit, c'est très important, on a des projets qui sont dans le cadre de Horizon et un projet qui est dans le cadre d'Erasmus. Et c'est très intéressant parce que Erasmus est très focalisé sur la transmission des savoir-faire. Donc on a divisé en 5 piliers, et ces 5 piliers nous permettent de voir comment les 6 projets
aborde ces piliers. Quels sont les résultats, quels sont les objectifs de chacun des 6 projets dans ces 5 piliers et où sont les ressources qu'on peut peut-être prendre dans chacun des projets. Pour faire un exemple, le projet Hephaestus, vous allez rencontrer Fabrizio Panozzo tout à l'heure, ils sont très spécialisés dans les business models, dans le modèle économique dans le secteur de l'artisanat. Le projet Culturality est très spécialisé dans la culture des territoires, la valorisation de l'artisanat dans les territoires pour la valorisation aussi du tourisme culturel lié au territoire, etc. Donc chaque projet a des spécificités, mais ensemble, on s'adresse au même objectif. Donc en divisant ça en 5 piliers, ça va nous permettre de créer des groupes de travail, d'échanger entre nous et de retenir ce que ces 6 projets sont en train de réaliser au sein des projets mêmes. Qu'est-ce qu'on voudrait obtenir à la fin? Très important, des recommandations pour les institutions européennes, pour soutenir le cadre juridique et pour voir comment aider ces métiers, ces savoir-faire à innover et à rentrer et à faire un pas vers l'avenir. Et aussi, quelles recommandations, puisque nous avons la capacité d'apporter des connaissances du terrain, parce que nous sommes en contact avec les artisans, avec les associations d'artisans, avec les syndicats, etc., et parce que nous faisons de la recherche, comment aider aussi la Commission européenne à avancer dans ce domaine? Prenons un exemple, on en parle beaucoup, c'est un sujet qui est récurrent. L'artisanat n'est pas défini de la même façon dans les pays européens. Impossible, de ce fait, pour des organisations européennes d'avoir des données comparables. En Italie, en Espagne, en Allemagne, en France, l'artisanat n'est pas considéré de la même façon, on n'a pas les mêmes statuts. Alors, difficile de ce fait de cartographier, par exemple, des métiers, des savoir-faire qui pourraient être en détresse, qui auraient besoin de soutien, parce qu'on n'a pas de données. Donc déjà, la base, c'est que sans données, c'est difficile de faire de recommandations. Alors, il y a les codes NAS, mais on sait bien que les codes NAS, c'est un peu large, enfin, ce n'est pas forcément la meilleure approche. Donc, du coup, est-ce qu'on peut ensemble réfléchir à comment définir une méthodologie qui permet d'avoir des données du terrain, de cartographier des métiers qui sont en danger, et de ce fait, de faire des recommandations en termes de reconnaissance des métiers, compréhension des métiers, transmission des savoir-faire, soutien au business model des professionnels de l'artisanat, sauvegarde peut-être aussi par les nouvelles technologies, et là on y travaille beaucoup en ce moment, sauvegarde des connaissances sur ces savoir-faire. Enfin, après, le sujet est vaste. Et puis aussi, quel dispositif, par exemple, en matière d'éducation, comment valoriser l'éducation formelle et non formelle et comment faire en sorte qu'elles avancent ensemble. En France, il y a des modèles, par exemple, qui sont très intéressants, mais qui n'existent pas forcément dans d'autres pays. Donc peut-être on peut aussi comparer des modèles qui associent l'éducation formelle et non formelle de certains pays pour qu'ils soient adoptés dans d'autres pays. Donc derrière tout ça, à partir du moment où on arrive à avoir des données et avoir des informations du terrain, et ben, du coup, ça va nous permettre de nous adresser à la Commission avec des recommandations claires, en espérant que ça puisse avoir un impact ensuite sur le terrain. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle un bottom-up information. Donc, on va faire remonter les informations pour qu'ensuite, il puisse y avoir un impact dans l'autre sens sur le terrain. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on veut faire au travers de ces 6 projets réunis dans une seule initiative, qui est donc l'initiative Craft Tour. Maintenant, on n'a pas énormément de temps, donc je vais passer... non, c'est pas... je vais passer la parole à... alors, les 5 piliers, je vais vous rappeler les 5 piliers, c'est déjà très important. Donc, le premier, c'est la compréhension et la valorisation des métiers. Et à ce titre... Alors, pour la présentation, on ne peut pas vous dire ce que chaque projet fait dans les 5 piliers, parce que sinon, on reste là jusqu'à demain. Donc, on a décidé d'attribuer un pilier à un projet, ou voire 2 projets. Et chacun des projets va présenter un pilier, ce qu'il fait, pour vous montrer un exemple, ce qu'il fait dans le cadre de ce pilier. Donc, par exemple, CRAEFT, donc le projet dans lequel nous sommes, va présenter le pilier
compréhension et valorisation des métiers. Et en particulier, je vais passer la parole à Inès Moreno et à Alina Glishova, qui vont expliquer un petit peu comment, donc là nous avons le CNAM et l'école des mines, l'ARMIN, comment ensemble ils ont travaillé un protocole qui permet la captation des gestes, mais la compréhension des savoir-faire dans l'artisanat. Donc je vais passer la parole, qui veut... Stéphane doit nous quitter. Il a d'autres... Merci Stéphane, merci beaucoup. Bonjour. Donc, nous allons présenter ce qu'on fait dans le cadre du projet CRAFT et nous allons nous concentrer en fait sur la partie méthodologique. Non, donc, comme disait Madina, donc on a développé ces protocoles ethnographiques CRAFT en collaboration entre les conservatoires nationaux des arts et métiers et puis les centres robotiques de l'école des mines. Donc, ces protocoles reposent sur 3 axes, 3 prémices méthodologiques. Il y a d'abord la coproduction entre scientifiques et artisans. Les artisans sont vraiment au centre du projet, à toutes les étapes. Il y a aussi la interdisciplinarité, notamment entre les domaines de l'anthropologie et puis celui des sciences de l'informatique. Et puis là, du côté de l'anthropologie, il y a les comparatismes, et notamment, nous étudions l'action sur la matière. Ces protocoles à 4 étapes successives. Il y a d'abord la rencontre avec les artisans. Il y a ensuite les choix des gestes. Ensuite, il y a différentes modalités de capture, d'enregistrement. Et puis, on finit avec une dernière étape que nous appelons la vidéo-élucidation. Ça marche, ça? Ah oui, on va tout expliquer. Oui, oui. Donc, la première étape, donc, la rencontre avec les artisans, c'est fait dans les cadres. On applique l'approche méthodologique. Une approche méthodologique issue de la sociologie du travail, donc c'est l'approche du parcours de vie, afin de collecter des données personnelles et professionnelles sur les artisans. Donc, qu'est-ce que le parcours de vie? En fait, le parcours de vie, c'est la série d'événements socialement définis qu'un professionnel accomplit au fil du temps. C'est une approche en fait, qui prend en compte les temps, les contextes, le processus, la signification du développement professionnel de la personne et qui permet de mettre en rapport les facteurs historiques et sociaux et aussi de mettre en dialogue la biographie professionnelle et personnelle. Donc, la 12e partie du protocole, en fait, en tout cas du côté de l'anthropologie, c'est le cœur méthodologique du projet. C'est le choix des gestes qui est vraiment fait par les artisans eux-mêmes ou elles-mêmes. Et puis, dans le cadre de cette étape, en fait, on applique la méthodologie, une méthodologie particulière issue d'une branche de l'anthropologie, qui est l'anthropologie des techniques, qui nous permet de collecter ce qu'on appelle les séquences opératoires. Donc, ce sont des données fonctionnelles et structurelles. Donc, une séquence opératoire, en fait, c'est une série d'opérations techniques qui est chronologique, séquentielle et puis processuelle, et qui permet de déterminer les étapes de transformation de la matière première jusqu'au produit fini. Et puis quand on agit sur la matière, en fait, il y a aussi les corps de l'artisan qui se transforment. Donc il y a vraiment un dialogue mutuel. Pour la 3e étape, donc je laisse ma collègue vous expliquer. Oui, merci Inès. Donc pour la 3e étape, on complète cette approche anthropologique par une approche technologique.
Donc, on fait appel aux technologies multisensorielles qui nous permettent de transformer en signal numérique les données générées par l'action de l'artisan. Et cela nous permet de bénéficier de la complémentarité apportée par le signal multimodal. Donc, et contribuer par conséquence à la préservation et à la transmission des savoir-faire. Donc concrètement, en quoi ça consiste, comment ça se passe? On part sur le terrain, on sort des laboratoires, nous les chercheurs, et on va voir les artisans avec nos équipements. Donc on commence par la prise de vue avec la vidéo, la prise de vue égocentrée. Donc on pose une caméra sur un casque qui est porté par le sujet, et qui nous permet d'enregistrer la prise de vue égocentrée, c'est-à-dire d'enregistrer tout ce que le sujet voit, tout ce que ses mains, ses doigts font, la manière dont il manipule la matière, les objets, ses déplacements dans l'espace, ses gestes et actions réalisées par la main et les doigts. Ensuite, on la complète avec ce qu'on appelle la prise de vue exocentrée. Donc là, c'est un peu plus classique. L'objectif, c'est d'avoir une vue générale de la scène et surtout d'avoir la vue du corps en entier pour pouvoir travailler par la suite sur la posture de l'expert, mesurer des informations telles que les distances entre ses articulations, l'inclinaison de la colonne vertébrale, l'orientation de la tête, etc. Deuxième modalité qu'on apporte dans cette approche, c'est le fait d'aller chercher le son. Le son généré par l'action. Pour cela, on utilise deux types de capteurs. On utilise un microphone de contact qui en fait enregistre les vibrations générées par l'action. Donc là, il faut se poser la question où le poser, ce microphone de contact. Dans la plupart des cas, on le pose sur les surfaces de travail de l'artisan ou alors on peut même le faire directement sur l'objet. Comme ici, sur l'image que vous pouvez voir, le travail du marbre, on l'avait positionné directement sur la sculpture. Et puis, on enregistre aussi le son ambiant généré simplement par l'environnement ou par l'action ou par la matière de l'artisan. Et puis, troisième modalité, dans certains cas, on fait appel à la technologie basée sur des capteurs inertiels qui sont intégrés dans un costume qui est porté par le sujet, qui couvre le sujet des pieds jusqu'à la tête. On peut aussi avoir des gants qui vont permettre de récupérer les informations des mouvements des doigts. Et en fait, la différence de cette technologie, c'est qu'elle nous apporte l'information sur la biomécanique. La biomécanique, c'est quoi? C'est la description du mouvement humain avec des notions connues dans le monde de la mécanique. Et par exemple, son avantage principal, c'est que, contrairement à la vidéo qui nous apporte de l'information en 2 dimensions, la biomécanique nous emporte des informations sur la 3e dimension. Le geste dans la vie réelle, il est réalisé en 3, voire 4 dimensions si on ajoute le temps. Sauf que la vidéo, elle a ses limites et elle ne nous apporte pas cette connaissance. Et donc, la biomécanique, le costume, on enregistre les rotations des articulations et on peut extraire des données liées à la vitesse du mouvement, aux accélérations des articulations, au ralentissement, à la vélocité, à la fluidité du mouvement. Et donc, c'est cet ensemble de données qu'on vient chercher de manière synchronisée qui nous permet d'aller au-delà de l'existant dans l'état de l'art pour constituer des bases de données qu'on peut utiliser par la suite pour faire de la modélisation du savoir-faire. Et donc, la dernière étape de ce protocole, c'est ce que nous appelons la vidéolicitation. Donc, elle consiste, c'est une méthode classique d'encore une approche de sciences sociales qui s'appelle la ethnométhodologie. Donc, il s'agit de collecter les entretiens de licitation. Donc, les entretiens de licitation, en fait, consistent à montrer donc, une partie des données collectées lors des enregistrements pour essayer d'extraire les données verbales. Non, il s'agit de verbaliser, de formaliser les activités. Et puis, ça permet aussi aux praticiens de se rappeler des émotions, des pensées, des croyances en revisualisant ou en visualisant d'une autre façon son travail. Donc, elle permet aussi de créer une interaction, enfin une réflexion sur l'interaction sujet-objet. Et puis, ça permet aussi d'avoir une nouvelle conscience en fait, de son activité en ayant cette nouvelle façon de se voir travailler. Il y a
Bon, voilà, ici le rappel des 4 étapes du protocole qu'on vient d'expliquer. Et puis, bon, les objectifs de ces protocoles sont multiples. Donc, on s'est concentré sur ces quatre parties. Oui, pour conclure, un des points qu'on essaie en toute humilité de faire, c'est de rendre visible l'invisible, expliciter un petit peu ce qui est implicite, tout en restant conscient des limites des technologies qu'on utilise par rapport à la complexité et à la richesse du geste d'un artisan. Mais on a convaincu que le protocole qu'on est en train de mettre en place, il peut contribuer à mettre encore plus en valeur cette complexité et de sensibiliser les publics, mais aussi de créer des méthodes et des outils qui peuvent contribuer à la préservation et à la transmission des savoir-faire. Ah oui. Donc oui, ce que vient de dire ma collègue, en fait, non, donc, on rend visible l'invisible, on rend explicite ce qu'on appelle les connaissances tacites. Donc les faire décevoir travailler, donc ça fait émerger en fait, ça provoque, ça génère une nouvelle prise de conscience en fait sur les volumes de connaissances tacites que les professionnels possèdent déjà. Donc c'est un outil aussi qui peut être appliqué en fait dans un style logique d'amélioration parce que ça permet en fait de travailler sur les erreurs, en fait, de peaufiner, de se rendre compte des manières en fait. Donc, auxquels les praticiens sont confrontés dans leur activité quotidienne. Donc, il y a aussi une application en lien avec cela, très, très naturellement vers la transmission des connaissances, parce que ça permet en fait de peaufiner, de nous donner des outils, de donner des ressources en fait, pour améliorer les transmissions, les transmissions des connaissances techniques autour des savoir-faire. Donc, voilà pour les protocoles. Merci. Merci Inès et Alina. Je voudrais peut-être ajouter quelque chose. Nous, en tant que Made in Europe, par exemple, évidemment, on ne peut pas utiliser ces technologies, on n'a pas les moyens. Mais en revanche, l'idée de la caméra égocentrique, frontale et le processus d'élicitation, par exemple, c'est très intéressant. Et on va le tester sur un projet que nous avons parce que ça remet l'artisan au centre. Et ça nous permet, d'une part, d'avoir sa vision et d'autre part, de lui demander d'expliquer déjà ce qu'il fait sans en être conscient, en fait. Et ça, d'abord, c'est très intéressant. Et puis, mais c'est très utile, par exemple, si nous voulons transmettre le point de vue de l'artisan à des jeunes, par exemple. Nous avons, dans un autre projet, nous avons réalisé des vidéos en réalité virtuelle qui sont des voyages dans un atelier d'artisans pour les jeunes. Donc nous, ce qu'on veut, c'est aussi sensibiliser les jeunes, leur faire comprendre quel est l'univers d'un atelier. Et cette vision égocentrée, avec l'artisan au centre, c'est un outil extraordinaire pour, par exemple, sensibiliser les jeunes. Donc après, nous, professionnels du secteur de l'artisanat, c'est à nous de voir comment on peut récupérer ces expérimentations et les utiliser au quotidien. Alors évidemment avec des moyens différents, mais il y a plein de petites choses qu'on peut prendre. Maintenant, je ne peux pas passer la parole à Ana Maria Martinez parce qu'elle a eu un empêchement de dernière minute. Donc, le projet Culturality, je vais le présenter. Ce n'est pas le projet dans lequel on est, donc je ne le connais pas bien. Can you pass Culturality? Thank you. Donc, le projet Culturality, qui est un autre projet Horizon, n'est pas financé dans le cadre du même programme Horizon, mais, comme le disait Rodrigo tout à l'heure, dans le cadre d'un projet du tourisme culturel. Et c'est très intéressant. Et moi, je voudrais dire avant tout une chose, parce que j'ai évidemment eu un débrief avec Ana Maria, comme elle pouvait venir. Je voudrais dire une chose très importante. Dans ce projet, il y a eu 500 artisans qui ont été impliqués dans le projet et qui ont été payés pour être dans le budget. Et ça, je pense que c'est extraordinaire, parce qu'il n'est pas dit que dans des projets de recherche, il n'y ait que des scientifiques. Avoir des artisans qui sont considérés comme des experts et qui sont rémunérés dans le projet pour ça,
c'est un exemple à suivre. Donc pour moi, ça a été une révélation quand j'ai appris ça, parce que je pense que c'est très important de prendre ça en compte si on est dans des futurs projets, d'intégrer l'artisan, l'atelier, dans le cadre du projet en tant que partenaire. Donc ça, c'est une première chose. Alors, le projet Culturality, la vocation, c'est de valoriser l'artisanat en tant que valeur pour le territoire, pour la durabilité, pour tout ce qui est développement durable, évidemment, pour pour renforcer l'économie locale, donc pour lutter aussi contre l'exode rural. Il se concentre particulièrement donc sur les zones rurales et sur la valorisation de l'ensemble du patrimoine des zones rurales. Donc il y a la musique, il y a la gastronomie, l'agriculture et évidemment l'artisanat. Et le projet, dans le cadre de Craft Tour, nous avions demandé à Anna Maria et donc au projet de présenter son engagement dans le domaine de l'authenticité, la sauvegarde. Et ça, justement, c'est un objectif qu'il porte d'une manière très importante, dans la mesure où ils ont créé un répertoire des traditions locales de manière à les rendre plus visibles et les protéger des contrefaçons, notamment dans différentes industries. Là, elle prend l'exemple de Shine, donc ce sont des contrefaçons, de reproduction de broderie typique, mais ça, on voit ça un peu partout. Hein. Je veux dire, la broderie roumaine a été reprise par des grandes marques. C'est assez récurrent. Donc voilà, c'est faire remonter les spécificités. Nous ne parlons pas même de Harris Tweed, de produits au Japon, alors que c'est une marque déposée et très clairement visible et tout. Donc, pour ce type de label, il y a les Geographic Indicators aujourd'hui, mais comment valoriser le petit artisan, le petit artisanat local qui n'est pas susceptible de rentrer dans les Geographic Indicators, en le valorisant, en le répertoriant, en donnant la parole aux artisans et en essayant aussi de faire connaître la culture du territoire qui a porté ces savoir-faire, qui a porté ces réalisations. Donc ça, c'est la façon dont procède Culturality. Donc ils ont créé une base de données très importante. Là, on montre encore des exemples, mais Rodrigo en parlait tout à l'heure aussi, des exemples de Made in China qui reproduit l'artisanat local. Donc là aussi, il faut créer des alertes, il faut répertorier, il faut réimpliquer aussi les populations locales pour qu'ils se réapproprient de leur propre patrimoine, qu'ils ne laissent pas faire ça, parce qu'évidemment, nous, on ne peut pas le faire pour eux. Le cas du Maroc dont parlait Rodrigo, on le voit partout. Next. Voilà, et donc l'implication des populations locales, d'où les 500 artisans impliqués dans le projet, la revalorisation, et aussi l'appropriation des valeurs qui sont intrinsèques à leur propre patrimoine, qui sont les valeurs de durabilité, de sauvegarde d'une identité, d'une diversité. Donc voilà, c'est l'approche de Culturality et qui est extrêmement intéressante dans le cadre de Craft Tour, parce que je pense qu'ils sont les plus enracinés dans les territoires. Et donc, ce sont eux qui vont probablement nous donner beaucoup d'outils de travail pour mieux pénétrer dans les territoires et pour faire des recommandations quant à la valorisation des territoires et à la préservation d'une identité spécifique des territoires. Alors, si on prend à l'échelle européenne, vous imaginez ce que ça représente. Prochaine étape. Voilà, là je vous parlais d'une base de données qu'ils ont créée pour mapper les traditions et donc tout ce qui est produit dans les différents territoires. Évidemment, quand on parle de projets européens, les projets européens interviennent dans les pays du consortium. Donc, s'il y a 10 pays dans le consortium, ce sera fait dans 10 pays. Généralement, ça ne couvre pas les autres territoires. Mais au sein de Craft Tour, justement, on peut élargir ces pratiques et dire, tiens, ce type de base de données, on peut l'utiliser aussi dans les pays de notre consortium. Donc, ça nous permet aussi un élargissement territorial
qui n'est pas prévu au sein du projet lui-même. Mais en revanche, au sein d'une initiative transversale, on pourrait, par exemple, participer à cette base de données. Il suffit qu'on voit comment le faire avec eux, mais ce serait tout à fait ouvert. Donc il y a plein aussi d'initiatives qui pourraient se mettre en place au cours des 2 prochaines années dans cette collaboration. Prochaine. Et là aussi, ils ont procédé par des numérisations en 3D d'objets de l'artisanat, toujours dans le cadre d'une meilleure identification des spécificités des territoires. Et l'objectif, c'est du projet qui a démarré il y a 6 mois. Hein, donc c'est un projet qui est assez jeune encore. C'est la réalisation d'un toolbox rural avec justement tous les outils qui vont être diffusés donc publiquement pour une meilleure valorisation des territoires et donc de la culture, de l'artisanat et des spécificités des différents territoires. Et ça, comme dans tous les projets européens, ce sera accessible à tout public, évidemment, et donc aussi aux acteurs qui ne sont pas dans l'initiative Craft Tour, par exemple. Je pense qu'on est... Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai bien expliqué le projet Culturality, qui n'est pas notre projet, mais qui est quand même passionnant. Donc je pense que j'avais bien compris le positionnement, et surtout, j'insiste sur l'implication d'autant d'artisans qui est assez exceptionnelle. Maintenant, on n'a pas beaucoup de chaises ici, donc on va faire une tournante. Et je vais inviter, pour les prochains projets, je vais inviter Berthe et Julie et Christelle qui représentent 2 projets. Donc on a 5 piliers et 6 projets, donc on a réuni 2 projets en un pilier. Et la thématique... Tout le monde, ouais. Et là, donc, peut-être que Fabrizio peut aussi nous rejoindre, puisque nous avons donc Fabrizio qui est un autre projet. Donc là, nous avons 2 projets. Nous avons Tracks for Crafts et nous avons Hephaestus, qui vont présenter comment leur projet travaille au sein donc, du pilier 3, qui est la transmission et des savoir-faire et donc l'éducation. 2 projets sont représentés, Tracks for Crafts, dont Berthe et Julie, Berthe de Monck et Julie de Groot, et Christelle du projet Mosaïque, qui est un projet, en revanche, ça c'est encore intéressant, le projet Mosaïque est un projet Erasmus. Et les projets Erasmus, comme on le disait, sont des projets qui sont vraiment spécialisés dans l'éducation et en transmission dans l'éducation en général. Et c'est très intéressant qu'Horizon puisse dialoguer avec Erasmus, parce que ça va enrichir l'initiative Craft Tour. Donc je vais passer peut-être la parole Christelle. Qu'est-ce qui commence? Qu'est-ce qu'on a d'abord? C'est eux qui commencent. Très bien. Oui. OK. Oui, moi, je suis Julie de Groot de l'Université d'Anvers et coordonnée Tracks for Crafts ensemble avec Berthe Monck. Oui, donc notre point de départ est que la révalorisation de la production artisanale et la sauvegarde des savoirs artisanaux nécessitent des méthodes et pratiques de transmission suffisantes et efficaces des connaissances et des compétences. Cependant, nous constatons un accès ou une sensibilisation limitée aux nouveaux parcours et formats éducatifs. Donc, l'utilisation de technologies modernes pourrait constituer une solution, mais les coûts élevés ou les obstacles techniques associés à l'apprentissage numérique et à la réalité virtuelle posent des difficultés. De plus, on constate souvent une résistance au changement de la part des artisans. Tout cela entraîne une perte de compétences due à l'insuffisance ou à l'absence totale d'options de transmission. Donc, l'objectif du projet Tracks for Crafts est une meilleure intégration de l'artisanat dans 2 contextes, au sein des industriels culturels et au sein de différentes formes d'enseignement. Donc, concrètement, nous visons à réaliser de nouveaux formats d'apprentissage
y compris grâce à l'utilisation de nouvelles technologies et de nouvelles formes d'évaluation et de certification. Donc, comment pouvons-nous faire cela? Notre point de départ est une réflexion approfondie sur la manière dont nous évaluons et valorisons aujourd'hui l'artisanat et les connaissances et savoir-faire traditionnels. De nouveaux formats de transmission des connaissances et des savoir-faire traditionnels et de nouvelles manières de les valoriser, y compris par les biais de nouvelles formes de certification, sont élaborés dans le cadre d'une série d'expériences menées par des partenaires qui souhaitent eux aussi combler le fossé entre l'artisanat d'une part et les industries culturelles ou l'éducation moderne d'autre part. Donc, au total, nous disposons de 8 cas pilotes dont nous présenterons 2. Working Wicked Digitally est une expérience de numérisation de la transmission des connaissances. Elle résulte d'une étroite collaboration entre le musée en plein air Bokrijk en Belgique et l'Université d'Anvers. Plus précisément, il s'agit d'une collaboration entre des vanniers traditionnels, d'une part, et des spécialistes et des étudiants du cours de développement de produits, d'autre part. Working Wicked Digitally vise à identifier et à documenter l'artisanat des techniques traditionnelles de l'osier et à rechercher la possibilité de les traduire en un ensemble d'étapes virtuelles pour la formation à l'osier, en préservant la tactilité de l'artisanat. Yeah. Et le deuxième cas est Ceramic Futures de Artex, ou le Centre d'artisanat artistique et traditionnel de Toscane, en Italie. Il développe des activités visant à sensibiliser la communauté artisanale au marché et aux technologies innovantes. Le projet pilote vise à y parvenir en facilitant l'échange de connaissances sur l'artisanat traditionnel dans la région élargie de Florence, dans le but de renforcer la valorisation sociale et économique de l'artisanat traditionnel céramique. Artex s'engage notamment à créer des webinaires et des ateliers numériques pour les micro, petites et moyennes entreprises artisanales, ainsi à explorer des méthodes alternatives d'apprentissage professionnel. Artex travaillera avec des céramistes locaux tout au long du projet, en soutenant le renforcement de leurs capacités et en adaptant les activités commerciales traditionnelles aux besoins du marché. Bonjour, je m'appelle Christelle Melchior-Braz. Alors moi, je représente le projet Mosaïque, qui est un projet d'un centre d'excellence professionnelle. C'est un projet qui a démarré il y a 2 ans, à Lyon, à peu près, et qui a commencé par une phase de recherche où il s'agissait de comprendre quels étaient les besoins de monter en compétence des professionnels des métiers d'art. Alors, en s'appuyant... Oui, je veux bien revenir en arrière. Oui, ça sera plus simple. Alors, oui. Alors, en s'appuyant sur les résultats de recherche, on a développé des modules de formation qui sont disponibles sur une plateforme web. On a développé des modules sectoriels dans le secteur de la bijouterie-joaillerie. On a développé 3 modules dans ce secteur-là. Un sur l'impression 3D, puisque maintenant les imprimantes 3D sont des équipements qui se démocratisent, qui deviennent plus accessibles et qui rendent de grands services aux artisans. Un sur la conception 3D avec un logiciel qui est très populaire qui s'appelle Rhino 7 et un module qui dresse un état des lieux du secteur de la bijouterie-joaillerie qui a connu un très très grand développement ces dernières années et qui s'est beaucoup transformé. On a développé un autre module sectoriel dans le domaine de l'ébénisterie, la fabrication du futur dans l'ébénisterie. Des modules qui sont plus transverses à tous les métiers d'art, qui sont des modules sur l'entrepreneuriat, l'éco-conception et la création d'un portfolio professionnel. C'est moi qui est là.
Mais on a trouvé aussi que c'était important de développer des modules à l'intention des enseignants pour faire évoluer les méthodes d'enseignement dans ces métiers-là, et notamment en s'appuyant sur les outils digitaux, en quoi les outils digitaux peuvent améliorer l'enseignement, l'inclusion sociale et un module dédié à la méthodologie des hackathons, et je vais y revenir dans quelques instants. Alors, où en sommes-nous de la production de ces modules de formation ? Eh bien, les modules sont quasi terminés en anglais. On attaque les phases de traduction puisqu'ils seront mis à disposition dans les 6 langues du consortium. Et aussi, on teste les modules parce que ça nous paraissait très important, avant de les mettre à la disposition du public, de les confronter aux utilisateurs finaux, et pour qu'ils puissent nous faire leur retour et qu'on les améliore en tenant compte de leur feedback avant de les mettre à disposition. Autre chose que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est l'expérimentation qu'on a menée, qu'on a appelée l'International Skills Performance, et qui en fait a consisté en l'organisation d'un hackathon avec des apprenants des 6 centres des centres de formation de notre consortium. Et donc on a réuni en septembre dernier des 35 étudiants de 6 nationalités différentes. On a constitué des équipes avec des représentants de chacune des nationalités, mais aussi avec des compétences très différentes, puisque dans chacune des équipes, on avait des apprenants dans les secteurs de la bijouterie, de l'ébénisterie, du design et de la cordonnerie. Donc imaginez un peu l'émulation qu'il y a eu durant cette semaine pour faire co-créer ensemble des équipes au sein desquelles on avait des diverses cultures, diverses compétences. Et avec une exposition finale le dernier jour, place Bellecour, à Lyon, qui est une place très, très réputée de Lyon. Pourquoi voulez-vous parler de ça ? Parce que on développe un module sur la méthodologie des hackathons, parce qu'une fois de plus, on a constaté que les hackathons étaient une modalité pédagogique qui permettait vraiment aux participants de développer des compétences en communication, en prise de décision, en collaboration évidemment, en gestion des conflits même. Et en fait, les hackathons, c'est vraiment une modalité qui permet de développer les soft skills. Et pour en revenir au début de ma présentation, les soft skills font partie des compétences qui ont été identifiées comme des compétences nécessaires à développer davantage chez les professionnels des métiers d'art de demain. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà pour les projets Transfer Crafts et Mosaïque. Nous passons maintenant au pilier numéro 4, qui est le modèle économique dans l'artisanat. Et donc, je vais passer la parole à Fabrizio Panozzo de l'Université Ca' Foscari de Venise, et qui va parler du projet Hephaestus et de comment il travaille sur cette thématique d'améliorer le business model pour les artisans. Fabrizio, à toi. Bonjour à toutes et à tous. Je m'excuse pour mon français avant tout, ça fait longtemps que je ne le pratique pas. Tu as besoin ou c'est une vidéo J'en aurai besoin après. Ouais. Mais je vais partir avec un tout petit vidéo. C'est une vidéo qu'on a fait avant de démarrer le projet. C'est une vidéo qui présente une mot-clé de notre projet qui c'est écosystème. On a identifié 4 écosystèmes, 2 en Scandinavie, Suède, Danemark et 2 en Italie, Bassano del Grappa et Venise. Et là, vous voyez les images qu'on a demandé de prendre à des artistes. Donc, avant de commencer en tant que chercheur, on a envoyé en expédition un collectif d'artistes et ils se sont posés des questions. Ces questions-là que vous voyez, ce sont des questions qu'ils ont partagées avec les artisans. Donc on a décidé en tant que chercheur d'attendre un tout petit peu avant de commencer le projet et on a décidé de
d'entendre la voix des artisans médiée par les artistes. Donc on a commencé avec ça. Et vous voyez, il y a des questions qui ensuite sont devenues nos questions. J'ai extrait là les questions qui sont plus... qui ont quelque chose à faire avec le modèle économique et avec l'innovation. Le rapport entre l'art et l'artisanat, c'est une question qui se pose très souvent. Le rapport entre l'art et l'économie, le rapport entre l'artisanat et le tourisme, le rapport entre l'artisanat et la communauté. Et ça a été très intéressant pour nous parce qu'on a changé de langage. On a décidé de se concentrer sur une notion qui est très intéressante chez nous, en sciences d'économie, très poétique. Il n'y a pas de poésie dans l'économie d'habitude, mais il y a une parole, atmosphère, qui on a en commun avec la poésie. Et atmosphère, c'est une notion qui a été introduite par l'un des fondateurs de l'économie des systèmes de production locale, Alfred Marshall, parce qu'il ne savait pas comment nommer cette agglomération de petites entreprises dans un territoire défini et précis. On n'avait pas de théorie pour expliquer pourquoi des toutes petites entreprises décident de rester ensemble, de rester petites et de collaborer. Et donc, Marshall avait dit, là, il y a une atmosphère. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a une atmosphère dans ce lieu-là qui explique la présence de cette entreprise. Donc, c'est sur cette notion d'atmosphère qu'on a tourné un court-métrage. On a fait une exposition. Et ça, c'était avant le démarrage du projet. On a commencé donc avec l'art, avec le langage artistique qui nous a inspiré. Ensuite, une exploration plus économique, plus formelle des modèles d'entreprise. Nous, on est 4 écoles de gestion de commerce, 4 business schools. Donc, c'est ça, c'est notre métier, notre domaine d'expertise, de se concentrer sur l'économie et les modèles d'entreprise. Et on a adopté comme inspiration la figure mythique d'Héphaïstos, qui est un dieu particulier, parce qu'il est le patron mythique du savoir-faire, de l'artisanat. Donc il est souvent représenté en tant qu'artisan, avec ses outils, il est un forgeron, il manipule des tenailles, des marteaux, et il est laid. Il est le plus laid parmi les dieux, qui, là aussi c'est étrange, les dieux sont beaux d'habitude, mais non pas Héphaïstos parce qu'il travaille. Il travaille, il est sale, il est trapu, il est barbu, il est velu, il boit même. Donc ça c'est un problème parce que ça ne correspond pas à l'image d'un chef d'entreprise. Mais nous, on est de chercheurs dans le domaine des entreprises, donc ça crée un contraste intéressant parmi l'idée même d'être un entrepreneur et d'être un artisan en même temps. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. L'artisanat est une entreprise. Des fois, on a des difficultés à le rappeler à beaucoup de monde, aux artisans même, qui sont des entrepreneurs. Ils sont des entrepreneurs pour plusieurs raisons. Je vais vite, vous voyez, ils ont de l'autonomie économique, ils organisent eux-mêmes leur travail, ils ont une responsabilité légale et fiscale, ils prennent des risques entrepreneuriaux, ils contribuent à l'économie locale, ils font de l'innovation, ils s'adaptent au changement du marché et de la technologie. Donc l'artisanat a toutes les caractéristiques de l'entreprise. Pourtant, des fois, on a des problèmes. Nous, à partir de nous-mêmes, les chercheurs en économie et en sciences de gestion, on a des problèmes à voir l'artisanat comme une opération d'entrepreneuriat, comme une action économique qui doit être analysée en tant qu'activité économique. Mais c'est ça qu'on fait dans Héphaïstos. On essaye de remplir un vide qu'il y a dans la théorie économique et managériale. Et le vide, c'est le vide de la compréhension d'une forme d'entreprise qu'on n'a jamais étudiée assez. On n'a jamais étudié, presque. Parce qu'on s'est concentré sur la grande usine industrielle. Notre savoir se développe à partir de la révolution industrielle.
comme si après, l'économie n'existait pas dans une forme organisée. Elle existait, bien évidemment, elle existait sur la façon de l'artisanat, mais on n'a pas développé assez de connaissances sur la façon dont laquelle l'artisanat s'organise en tant qu'un modèle d'entreprise. Et c'est ça qu'on fait. Donc on va remplir même un vide historique, si vous voulez, de connaissances dans l'artisanat. Et je vais partager avec vous quelqu'un des résultats qu'on a commencé à construire dans notre projet. C'est quel le modèle d'entreprise de l'artisanat? Quels sont les éléments qui les caractérisent? L'artisanat a un très fort ancrage territorial. L'artisanat, il existe, il vit dans un territoire, il partage l'atmosphère, l'esprit, la langue, les dialectes souvent d'un territoire. La proximité est un mot-clé qui a commencé à apparaître dans les interviews, dans les discours qu'on fait avec les artisans et aussi avec leurs associations, avec les gouvernements locaux qui s'occupent d'artisanat. Une proximité fonctionnelle, les artisans, très souvent, ils collaborent entre eux. Ils font partie de ce système local de production. Cette proximité est durable et soutenable, même par définition, parce que l'utilisation des matières premières qui sont locales, la distance, donc il n'y a pas de grands coûts de transport, la logistique est réduite au minimum. C'est une économie respectueuse du territoire et des ressources. Il y a une très forte proximité sociale. Les artisans se connaissent, bien évidemment. Ils passent du temps. Il y a une combinaison entre la vie en général et la vie au boulot, au travail, chez les artisans. Il y a des niveaux de confiance plus hauts que dans le reste de l'économie. Il y a moins, si vous voulez, de formalisation, moins de contractualisation dans les relations artisanales. Et il y a une proximité aussi institutionnelle et technologique. Ils sont plus prêts à discuter, des fois très s'acharner dans la discussion avec les politiciens de leur territoire. Donc il y a une idée très forte d'existence, de présence dans un domaine social. Et curieusement, ceux-là sont des caractéristiques qui sont très cherchées, très... ce sont des aspirations des entreprises en général à ce moment-là. Et ce qui est drôle, c'est que l'artisanat les possède en tant qu'identité, mais les restes des entreprises, ils le veulent maintenant. L'artisanat a quelque chose à donner, quelque chose à dire au reste d'entrepreneuriat, au reste de la façon de faire entreprise. Si vous le voyez, chaque grande entreprise veut être ça, mais non, et l'artisanat l'est déjà. On commence à voir des profils, on ne les appelle pas encore des modèles d'entreprise, on les appelle des profils de l'entrepreneuriat artisan. C'est tout à fait expérimental à ce moment-là, cette distinction qu'on fait, mais on voit plusieurs façons d'être artisan. On voit une façon très artistique. Il y a beaucoup d'artisans et d'artisanes qui se voient comme des artistes, avec toutes les conséquences d'être artiste. Très difficile d'être artiste. Très souvent, on fait d'autres boulots pour être artiste. Donc, c'est une concentration même idéologique sur la volonté d'être des créateurs, une certaine méfiance vis-à-vis le marché et l'idée d'être dans un système marchand. Il y a l'artisanat qu'on est peut-être plus habitué à voir, c'est l'artisanat, celui qui correspond au maître d'art. C'est un artisanat qui produit, bien sûr, avec un savoir-faire très traditionnel et bien connu, des œuvres uniques ou à la petite échelle, et très souvent avec la préservation, en collaboration avec la préservation du patrimoine. C'est ça qu'on voit ici. Ici, on voit surtout ce type d'artisanat-là. Mais ce n'est pas le seul. Celui-là, le 2, c'est l'artisanat qu'on connaît le plus. C'est celui-là qu'on a étudié le plus, pas encore assez, mais le plus que les autres.
Et il y a d'autres types d'artisanat qu'on voit qui sont en train de se développer. Un lien très fort se développe dans les dernières années, se rend visible dans les dernières années, entre l'artisanat et les maisons du luxe, artisanat et luxe. Les grandes maisons de la mode, les grandes maisons du luxe, si vous l'avez noté, je crois, de plus en plus, elles parlent d'elles-mêmes en tant qu'entreprises artisanales, nos artisans, nos métiers. Et ils célèbrent beaucoup cette idée d'avoir les artisans, la connaissance artisanale dans leur modèle de large entreprise, producteur de biens de luxe. Ça, c'est bon pour la filière artisanale, la présence dans la filière du luxe, ça produit de l'emploi. Mais il y a aussi un élément d'attention qu'on veut poser sur ça. Le risque de traiter l'artisanat comme un spectacle, comme une espèce de vitrine qu'on utilise pour la création de valeur autre part. Il y a de l'artisanat dans l'industrie, c'est une autre chose qu'on voit. Le mot artisan, artisanal, laboration artisanale est employé dans des entreprises qui ne sont pas les entreprises du luxe, dans les entreprises qui s'occupent de mécanique, de l'automobile. Il y a deux phases de l'élaboration qui sont faites et qui ne sont pas standardisées. Il y a des éléments qui sont créatifs. Il y a une dimension ouvrière de l'artisanat qui souvent on ne voit pas, qu'on n'étudie pas. Mais le mot est là. Beaucoup d'entreprises qui ne sont pas du luxe utilisent, et beaucoup de savoir-faire est là dans la dimension ouvrière. Et ça, selon nous, c'est quelque chose à redécouvrir. Et enfin, il y a un rôle d'activisme social qui est joué par l'artisan et l'artisane. Là, c'est la distance la plus grande entre l'artisanat et le marché. C'est une fonction sociale que l'artisan attribue à soi-même dans une communauté. Éviter l'exode, par exemple, de territoire rural, c'est une des objectifs de ce type d'activité. Encore, c'est plus social qu'économique, mais là encore, c'est quelque chose qu'il faut analyser plus en détail. Et pour finir, je vous laisse avec cette taxonomie qui est très fraîche. On vient de la composer l'autre jour. C'est une taxonomie qui combine les catégories que je viens de vous présenter avec des éléments du modèle d'entreprise. L'objet de la production, la quantité, la dimension commerciale, l'objectif, l'innovation et la durabilité économique. Il y a de très grandes différences entre ces différents types d'artisanat que je vous dis. Par exemple, par rapport à la durabilité économique, il y a une précarité très forte chez les artisans qui se définissent en tant qu'artistes. Et bien évidemment, ça, c'est moins vrai quand on parle de l'artisan qui fait partie de la filière du luxe. C'est un emploi très, très, très stable parce que la filière du luxe, ça c'est très fort. Mais encore, on se demande, c'est ça qu'on veut de l'artisanat? Est-ce qu'on veut l'artisanat dans la filière du luxe seulement? C'est ça qu'on veut pour le futur de l'artisanat? Et ça aussi, ça n'a pas encore une recommandation politique. Mais si je dois parler maintenant à quelqu'un qui doit décider sur l'artisanat, c'est ça que je lui présenterai parce que c'est la représentation de la complexité, de la variété d'artisanat qu'on a trouvé jusqu'à présent dans notre projet. Merci. Merci beaucoup Fabrizio. Je pense que j'ai rien à rajouter. On aurait envie d'entendre encore. Je vais inviter pour le dernier pilier le projet Colors for Cross, qui est un projet très scientifique. Donc j'invite Anna et Päivi. Alors là, je vais devoir faire un exercice de traduction parce que ce sera en anglais. Est-ce que pour tout le monde, ça va en anglais ou vous voulez que je traduise en fait? Parce que si ça va, ça va. Hein. Je ne traduirai pas. Please. Alors, ceux qui voudraient une traduction, lèvent la main.
Merci. Très bien. I think everybody speaks English here, so you can go on. Yes, so you can go on with English. It's fine. Thank you very much. So, Colorful Crafts, Anna Nutin and Päivi Fernström. It's a. But maybe I will give you the floor directly, so you can speak about what you do. It's about colors, of course. Okay. Yes. So, hello everyone. I'm Päivi Fernström from the University of Helsinki and for the Colorful Crafts. And the Colorful Crafts project is a 3-year initiative led by multidisciplinary team of experts from researchers, institutes, and research and development companies. You can maybe. And the team consists of researchers in archaeology and history, textiles and dyeing, biotechnology and chemistry, as well as art, craft and education, from 6 different institutions which you can see there. The University of Helsinki is the leader of the whole consortium, and the University of Helsinki and the University of Lapland, where Anna is from, University of Tartu and the Royal Institute for Cultural Heritage, KIK-IRPA, and the University of Leeds, and Pili Bio are the research partners. And the Colorful Crafts Consortium merges the cultural traditions of dyeing and textiles with the development of novel dyeing techniques and bio-based dyes using the latest technology. And our project beneficiaries include craftspeople and artisans, vocational education and higher education institutions of art, crafts and design, training institutions, students and young professionals, cultural heritage professionals and sustainable development advocates as well. And yes, we have this documentation and archiving, so we are first asked that what is archiving? It's all about preserving information and making sure it remains accessible for the future. In our case, we are talking about preserving craft, dyeing and cultural heritage. This means safeguarding traditional knowledge with no expiration date. And preserving traditional knowledge, archiving involves several key steps. First, we need to identify the relevant material. Then we store the data using appropriate technology, and after that we ensure that the data is accessible and usable. And when creating archives, we must map out and identify disappearing craft skills and materials, ensuring that the data is searchable, findable, and its public or confidential nature is respected. Standardizing information is also crucial, of course. We need to plan and describe how craft information is captured, stored, and archived. And archiving is an essential part of information management. And promoting accessibility is equally important. By connecting craft information to its context with metadata and classification, we can ensure that the information remains usable and understandable in the long term. Lastly, archiving should also contribute to sustainability. Any observations of ideas related to sustainability should
be placed in a special category, highlighting their importance. Ongoing documentations and archiving efforts include the UGOT's red list of endangered heritage crafts and German Manufactory Road. And these innovative contributions to documenting and craftsmanship can also be significant to UNESCO, and they way intangible cultural heritage is currently documented. And of course, Europe's strength lies in its vast amount of high-quality traditional craftsmanship with a strong reputation and impressive museums that house archives dating back centuries. That's maybe my part. You can continue because we start. we may. Okay. So I will continue. My name is Anna Nuutinen. I come from the University of Lapland, Rovaniemi, from the Arctic Circle of Finland. I'm a professor of fashion and clothing in the University of Lapland Faculty of Art and Design. So that's my viewpoint to this topic. About the education of art, craft and design, Colo4Craft project will undertake in-depth qualitative comparative interviews with crafters, designers and artists. The interviews will explore and analyze how dyeing practices with natural colors are being implemented and taught. And then the second point, benchmarking. The core idea of benchmarking is to learn from others and reflect on our own practices. How can we learn from each other? And this means that we need to share our knowledge with each other. About tacit knowledge, the intangible aspects of culture don't always need to be translated into words. Craft itself has its own language. And then about locality. It is essential to stay updated on both global and local levels, balancing both perspectives. And finally, in here, education guide. In Colo4Craft project, we are writing special instructions to aid teaching. One section of this education guide would be specifically on archiving and documentation. Digitalization allows us for documentation and archiving as is. However, current technology still has limits, as it is impossible to fully capture smells and sensations. The challenge is to ensure the sustainability of digital formats and the effective management of older formats. Publicity. This nice picture is about one large exhibition we held last June or last summer in Rovaniemi about our results at that moment about our project. Awareness. Archived information is protected and stored, but it only truly comes to life when the archives are actively used. Visibility. Public access provides an up-to-date view to the treasures within the archives, making them visible to a wider audience. Continuity. Archived information must not be left hidden away. Archives should not function like safes. The knowledge needs to be alive and in use to ensure it continues to grow. Equality. Open access to archived information promotes equality. Although not everyone knows how or is able to use the archives, everyone should be given the opportunity to do so. And then popularity. Public access gives people a snapshot of what's inside the archives, increasing the relevance and appeal. As we document and archive craft techniques,
gestures and tools, it is crucial to do so systematically. These contributions to craft documentation are not only important for us, but can also support UNESCO's efforts in documenting crafts as part of intangible cultural heritage. Systematic documentation is vital. There are still gaps, such as a lack of standardization and challenges in capturing the full complexity of certain crafts. Collaborative efforts as data sharing across Europe, however, are improving access to archives from other countries, universities, and museums. Next. Jump. And then about efforts for future. This example comes straight from our Colorful Crafts project. Archives and documentation are often understood as something tied to the past. Beyond that, that can be understood as open space for the creation of futures, memories, and actions. This idea is visualized in this slide, where you can see the futures cone. We use it as a co-design tool in the Colorful Crafts project. We use this tool in our consortium meetings to guide the conversations about experience and knowledge, thoughts and values about the past, present, and future of natural colorants and dyeing. Through the work with the Futures Cone, we aim to look at the past and present different ways, deliberately avoiding conventional and traditional thinking. This approach could be applied to the Craftor initiative. We cannot predict the future, and we cannot know for sure what the future will be, but we can influence the future through our actions. Then we can ask, for example, what do we need to do today with documentation and archiving to preserve craft skills and craft knowledge for tomorrow? Thank you. Merci beaucoup, Anna et Päivi. Nous arrivons à la fin de notre présentation. Peut-être je peux rappeler Rodrigo pour le mot de la fin. Ce serait bien que la Commission ait le dernier mot sur cette initiative. Et de mon côté, peut-être encore un tout petit mot sur les prochaines étapes. Comme je le disais au départ, le projet Craft Tour a démarré en juin. Donc après, il y a eu l'été, les quelques réunions que nous avons faites. Aujourd'hui, on annonce officiellement. Donc maintenant, on est dans le collimateur, on doit agir. Et donc, on va commencer par créer des groupes de travail. On va voir qui peut travailler sur les différentes thématiques. On va se diriger vers une première étape de recommandation pour le cadre juridique. Donc, on va s'adresser aux institutions européennes aussi avec des recommandations. On va ensuite travailler sur des résultats scientifiques parce que c'est des projets de recherche. Donc, nous devons aussi ne pas oublier qu'il y a des livrables scientifiques aussi à présenter. Et entre-temps, on va peut-être aussi ouvrir un petit peu l'initiative à nos réseaux parce que nous, partenaires du réseau Craft Tour, donc 75 membres, nous avons nous-mêmes nos réseaux. Et ça, c'est encore une fois une opportunité d'enrichir l'échange, le débat, d'apprendre encore plus du terrain. Et ensuite, toute la difficulté sera de consolider tout ça et d'arriver à des résultats qui ont un impact sur le bénéficiaire final, qu'on aimerait bien ne pas laisser de côté. Tout ça est fait pour le secteur de l'artisanat. Et donc, du coup, il va falloir que tout ça converge dans une direction. Donc, ça va être un exercice assez complexe, sachant que nous allons le faire dans le cadre de projets qui existent. Donc, ça n'est pas un financement en plus. Nous avions nos projets qui avaient déjà un budget. Ce budget est déjà distribué à des tâches, etc. Et en fait, nous allons intégrer Craft Tour dans ce budget qui existe déjà. Donc, il n'y a pas
Alors, on verra après, et ça va être un des sujets de discussion entre nous et avec la Commission européenne, comment faire que cette initiative de Craft Tour ne termine pas dans 2 ans quand nos projets seront terminés. Ça, c'est essentiel pour nous. On va tout faire pour, mais dans 2 ans, on n'aura pas changé le monde. Il faut que ça continue. Sous quel format, avec quel financement, voilà. Donc, nous avons aussi la problématique de travailler maintenant, avoir des résultats, et ensuite de se dire, OK, et après, on fait quoi? On continue comme ça. Mais on est très confiants et on a beaucoup d'énergie, donc on va y arriver. Oui, merci. Après avoir entendu tout ça, moi, je me raffirme de ce que j'avais dit dans le début, que c'est les grandes possibilités que cette coopération, toutes les portes que ça peut ouvrir. Parce que d'habitude, déjà, les projets d'Horizon Europe sont des projets qui ont en moyenne entre 10 et 15 partenaires, avec en moyenne entre 6, 7, 8 États membres. Un bon financement chaque projet. Alors, on attend de chaque projet de faire un grand avancement dans la connaissance du sujet et possiblement aussi dans la capacité de donner des recommandations sur un sujet très urgent. Donc, quand je vois 21 États membres qui participent, 75 membres, avec les financiations de tous les projets, moi, je dis que les possibilités, on est dans un terrain, vous êtes pionnière dans un terrain qui n'avait pas été franchi jusqu'à maintenant par des autres projets européens, parce que vous êtes en train d'ouvrir tout un champ de coopération et on voit, avec tout ce qu'on a vu, que c'est une vision totale. Moi, je suis archéologue, donc je connais un peu, mais je ne suis pas spécialiste dans des crafts. Mais après ce que j'ai vu, je ne peux pas imaginer des subfields que vous n'allez pas traiter. Parce que j'ai vu vraiment une vision complètement générale. Donc, la possibilité que vous avez pour faire avancer la connaissance sur le terrain, et si à la fin, vous venez tous ensemble dans un monde idéal, avec une publication finale scientifique de tous ensemble qui pourrait vraiment être en référence dans la bibliographie pour les sujets, pour les chercheurs du futur, ça peut être déjà un impact scientifique magnifique. Et si en plus, avec la... Parce que, qui a dit, c'était toi qui a dit qu'il manque des données en Europe? C'est quelqu'un qui l'a dit, je me souviens. Voilà, tout le monde l'avait dit. Bon, voilà. Vous avez les networks dans 21 États membres. Donc, la capacité, vous êtes comme un grand poulpe avec plein de tentacules qui arrivent un peu partout. La possibilité que vous avez vraiment d'avoir une vision générale, c'est la première fois dans l'histoire de la recherche sur les domaines en Europe que ça peut être fait. Et bon, vous êtes dans la voie de le faire. Attention, parce que j'avais dit avant ça que le problème, c'est évidemment, nous, là, on a la possibilité de faire remonter beaucoup d'informations, mais nous n'avons pas un langage commun. C'est ça le problème. Et ça, c'est un sujet qui n'est pas, c'est pas la première fois qu'on parle de ça. C'est un sujet qui est assez récurrent. Le problème, c'est que il faut qu'on puisse comparer ce qui est comparable. Et donc, il faut qu'on se mette d'accord sur une façon de recueillir des informations. Établir des nouveaux codes sur le plan européen, ça va prendre 15 ans. Et nous, on n'a pas envie d'attendre 15 ans. Non, mais donc, il faut qu'on réfléchisse à comment on peut élaborer un langage commun qui nous permet de dire, OK, dans le domaine des métiers du bois, il y a ces professions, et ces professions, on va les comparer entre pays, et on va voir un petit peu quelle est la situation. Il faut qu'on trouve un langage commun mais qu'on puisse faire ça assez vite, parce que sinon on sera tous à la retraite et donc du coup c'est reparti à zéro. Donc il faut qu'on puisse faire quelque chose d'un peu plus dynamique. Qui peut être aussi une autre contribution, parce que moi j'ai des autres projets qui travaillent eux-mêmes peut-être avec 6, 7, 8 États membres, et les langages communs je l'ai vu aussi dans des autres domaines de la recherche en patrimoine historique. Ça c'est un problème général, pas simplement dans l'artisanat, mais dans beaucoup de recherches dans différents aspects du patrimoine historique. Alors maintenant, vous avez 21 États membres, 75, donc vous avez une possibilité de faire en avance dans les langages communs qui peut vraiment être une référence après. Je vous encourage même, une fois que vous l'auriez, je ne sais pas, on peut organiser un workshop avec l'UNESCO de Bruxelles si vous voulez, parce que vous pouvez présenter ça. Nous, on est en contact avec le bureau de l'UNESCO à Bruxelles. Maintenant, après la pandémie, on fait les workshops online comme ça. Avant de faire un workshop, c'était hyper difficile. Maintenant, après la pandémie, on fait des workshops online très rapides. Donc, je vous encourage aussi, si jamais vous arrivez à ce langage, de faire une proposition. Je peux parler avec le bureau de l'UNESCO à Bruxelles, des autres stakeholders, Europa Nostra ou des autres institutions qui sont à Bruxelles, et on peut faire un workshop online qui est rapide où vous faites votre proposition. Donc, ça, évidemment que le langage commun, ce n'est pas le résultat final.
c'est un outil que c'est nécessaire. Tout le monde qui a fait une thèse de doctorat, c'est qu'une des premières choses que tu fais, c'est établir ton langage. Quand je vais dire ça, je vais dire ça. Ça, c'est le début de tout projet de recherche. C'est la première chose que tu fais. Donc là, vous allez faire aussi une contribution qui peut aussi être une référence pour le futur. Vous savez, non? Et en plus, comme tu as bien dit, le projet Culturality, il vient d'un autre cluster, on a 4 projets en tourisme culturel qui sont en train de travailler ensemble comme vous. Alors, Anna, qui n'est pas là malheureusement, elle est dans votre cluster et dans le cluster de tourisme culturel, où vous êtes un modèle pour ce cluster-là. Mais aussi, pour l'artisanat, prendre en compte peut-être les possibilités pour le tourisme culturel dans le cadre d'un développement soutenable, ça peut être intéressant. Donc, je vous encourage, évidemment, je ne vous encourage pas à faire un macro-cluster avec les 4 projets de tourisme culturel parce que ça c'est trop déjà, on ne peut pas demander trop, mais peut-être dialoguer. On en est là. Quoi? Ah bon, on en est, d'accord, ça va. Mais je veux dire, dialoguer avec l'autre cluster. Ça peut être vraiment hyper intéressant. Vous pouvez, c'est ça, c'est ce que je dis. Maintenant, on peut faire un workshop online très facilement. Donc, je vous encourage aussi, dans un futur moyen, de faire une réunion avec l'autre cluster, parce que vous, sans doute que vous avez beaucoup d'informations à leur passer, et eux, ils devront avoir beaucoup d'informations à vous passer à vous. Je pense qu'il faudra plutôt, peut-être aussi qu'on implique des acteurs qui font partie de nos réseaux. Là, nous sommes chez Atelier d'Art de France, mais il y a l'Institut des savoir-faire français, par exemple, avec CNMA aussi, qui est très impliqué dans ce genre d'initiative. Et donc, qu'on fasse référence à des bonnes pratiques qui sont déjà en cours ou qui fonctionnent déjà, et qu'on essaye de prendre des modèles qui existent. Donc, peut-être c'est vraiment dans nos réseaux qu'on va trouver des réponses. Qui ne sont pas forcément dans les projets européens, mais qui en revanche vont enrichir énormément la démarche. Donc voilà, il y a beaucoup à faire, on va travailler là-dessus de toute façon. Ouais. Il y a beaucoup de possibilités, ouais. Et vous êtes dans les bonnes voies déjà. On espère. En tout cas, merci beaucoup. On vous donne rendez-vous peut-être dans 1 an ici pour un point. Et... Dernière question. Si vous voulez continuer la conversation, on peut se retrouver soit sur le stand du CERFAV